Il est 9h20 avec un livre très éclairant. L'auteur est avec nous, Thomas Guénolé, politologue, maître de conférences à Sciences Po. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Ce livre, ça s'appelle Le souverainisme dans la collection Que sais-je. Donc on va tout savoir sur justement qui est souverainiste et qu'est-ce que le souverainisme. Oui, et il y a des grandes familles. Hein. Alors dans ce livre, d'abord, vous nous faites un récit un peu historique et géographique. On voyage pour voir ce qu'est le souverainisme un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, on en arrive aux grandes familles en France. D'où est venu déjà le souverainisme? Alors, ça vient de loin. Alors, ça dépend si on parle donc du concept de souverainisme, à quel moment le mot apparaît. Ouais. Et après, merci, c'est gentil, l'éditeur. Dans mon éditeur, je vous remercie beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie. Donc oui, il y a le concept de souverainisme, quand est-ce que le mot apparaît, et ça c'est au Québec dans les années 1960. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est célébrissime au Québec, qui s'appelle René Lévesque. S'il y a des Québécois qui tombent sur cette interview, je serais très content d'entendre qu'on en parle en France. Donc au Québec, le mouvement pour l'indépendance du Québec ou pour l'autonomie, il y avait les deux en même temps, deux types de militantisme, se sont organisés, structurés autour d'un leader charismatique qui était René Lévesque, mais ce dernier, pour mettre d'accord de manière assez large à la fois ceux qui voulaient l'indépendance du Québec et ceux qui voulaient son autonomie à l'intérieur du Canada fédéral, eh bien, il a développé un nouveau concept qui veut dire à la fois être pour l'indépendance ou pour l'autonomie, ou davantage d'autonomie, et ça a donné le mot souverainisme. Cependant, et c'est ce que j'explique, vous y faisiez allusion dès l'introduction du bouquin, cependant, le souverainisme, quand on s'attache à la définition que je viens de donner, il existait avant que le concept ait un nom. Il soit défini, oui. C'est comme le capitalisme. Le capitalisme a existé avant que Marx le baptise capitalisme. Et il y a plein de sujets comme ça. Et donc, là, en l'occurrence, on peut considérer, par exemple, que tous les mouvements de décolonisation, c'est du souverainisme. Et j'explique d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, il y a une étude de cas sur Gandhi. La plupart des gens ne sont pas au courant, mais Gandhi était souverainiste. Il était souverainiste indien. La meilleure preuve de ça, c'est qu'il s'est battu quasiment toute sa vie pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de l'Empire britannique. Et on peut dire ça de tous les militants de la décolonisation par le passé ou encore aujourd'hui. Et en l'occurrence, il a littéralement écrit un bouquin au tout début du XXe siècle dont la traduction du titre en français est Inde souveraine. Voilà, moi c'est clair. Alors, vous parliez des familles, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Tout à l'heure, mais peut-être sur la définition. Qu'est-ce que le souverainisme? Parce qu'on en parle beaucoup, à tort et à travers, probablement. Mais si on pouvait le définir en quelques mots. Alors, le souverainisme, c'est une doctrine politique qui préconise pour une nation l'indépendance ou l'autonomie, ou davantage d'autonomie si elle est déjà autonome. Du point de vue donc des gens qui militent pour ça, ils vont donc vous dire il y a telle nation qui existe, il y a tel pouvoir politique au-dessus d'elle, ça peut être un État fédéral, ça peut être un État unitaire, ça peut être une organisation internationale comme l'Union européenne, ça peut être la mondialisation. Quand on parle du souverainisme économique, on va considérer ça comme une force au-dessus des États. Et donc il y a aussi le souverainisme économique. Sur différents sujets. Sur différents sujets. Et donc le souverainisme précisément est réduit vraiment en deux phrases, c'est ça. Et donc il y en a, le souverainisme, il existe, à l'heure où je vous parle, il existe sur les 5 continents. Il y a par exemple des militants en Chine qui se battent pour l'indépendance de l'Ouïgouristan. Vous avez entendu parler de la persécution des Ouïghours. Eh bien, donc, il y a des souverainistes ouïghours à l'heure où je vous parle. Si vous regardez en Afrique, récemment, il y a quelques années, le Soudan du Sud est devenu indépendant par rapport au Soudan dans son ensemble. Et donc, vous avez eu des souverainistes du Soudan du Sud. Mais on peut parler aussi d'autres pays d'Afrique. Quelque part, les Palestiniens, si vous regardez bien, ils se battent bien pour l'indépendance de leur territoire. Ça fait d'eux des souverainistes palestiniens. L'Ukraine, on pourrait dire ça aussi aujourd'hui? Non, parce que l'Ukraine n'a pas de pouvoir politique au-dessus d'elle. Il y a quand même une espèce de mainmise psychologique. Là, on n'est plus sur des conflits géopolitiques entre puissances, mais à l'époque de l'Union soviétique, assurément. Par ailleurs, d'ailleurs, un très bon exemple historique récent de grand printemps souverainiste, c'est à l'époque de l'effondrement du bloc de l'Est, où vous avez eu un certain nombre de nations qui étaient à l'intérieur de l'Union soviétique et qui sont devenues indépendantes. Je pense aux États baltes, par exemple, où il y a eu donc des souverainistes. Après, vous y faisiez référence tout à l'heure, il y a plusieurs familles de souverainisme, et leur principale différence, c'est qu'elles ne définissent pas la nation de la même manière, et c'est pour ça qu'elle n'arrive jamais à s'entendre. Nation et souveraineté, souverainisme, forcément, ça fait bloc, ça fait corps. Absolument. En revanche,
entre un souverainiste de telle famille et un souverainiste de telle autre, ils vont pas être d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils entendent par nation. Et donc, on va voir ça dans un instant, Thomas Guénolé, le souverainisme, le que sais-je. Si vous avez des questions à poser sur la souveraineté, le souverainisme, vous n'hésitez pas. Thomas Guénolé est avec nous encore pendant un bon petit bout de temps, pendant un bon quart d'heure, et ça va. Il a de la voix, il avait un petit problème de voix, mais tout va bien. On lui a donné. Vous m'ont donné un lait au miel avant qu'on passe à l'antenne. Vous savez tout maintenant. 0826 300 300. Vous avez une question sur le souverainisme, n'hésitez pas. À tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Il est 9h28, Thomas Guénolé est avec nous, politologue, maître de conférence à Sciences Po pour ce livre, Le souverainisme, dans la collection Que sais-je. C'est un petit bouquin, ça se lit super bien et c'est vraiment très intéressant et en plus ça éveille les sens et ça permet de comprendre pas mal de choses. Oui, et notamment le jeu des 4 familles, c'est ça. 4 familles de souverainisme. Alors comment on peut les classer, les définir? Vous avez donc on rappelle pour ceux qui nous prennent en route, le souverainisme c'est une doctrine politique qui préconise l'indépendance ou l'autonomie ou davantage d'autonomie pour une nation par rapport à un pouvoir politique qui est au-dessus d'elle, qui peut être un État fédéral comme le Québec par rapport au Canada, ou qui peut être une organisation internationale comme par exemple la France vis-à-vis de l'Union européenne. On sent le maître de conférence. Ça c'est souverainisme. Après vous avez donc effectivement 4 familles. Vous avez le souverainisme ethno-culturel, culturel si vous préférez. Donc ça c'est ceux qui disent la nation qu'on défend, c'est une nation qui a une identité culturelle avec ses traditions, sa langue, ses coutumes, etc. Et donc, ça va être, par exemple, je raconte le cas de l'Autriche-Hongrie au 19e siècle, où petit à petit, il y a eu des souverainismes ethno-culturels à l'intérieur du pays qui se sont battus pour avoir l'indépendance de leur nation en tant qu'identité des traditions, des coutumes. C'était les souverainistes hongrois, c'est les souverainistes tchèques, et l'Autriche-Hongrie a fini par péter, d'ailleurs. Donc, vous avez le souverainisme civique. Le souverainisme civique se contrefiche totalement des questions d'identité culturelle. Ils sont juste en train de dire, nous sommes une nation parce que nous tous, collectivement, nous formons une communauté de citoyens qui veulent que cette nation existe et qui veulent en être citoyens. Donc ça, c'est le plébiscite de tous les jours, le vouloir vivre ensemble, c'est le souverainisme civique, c'est chevènement vis-à-vis de l'Union européenne, par exemple, qui vous parle jamais d'identité culturelle, mais qui vous parle tout le temps du contrat social républicain. Voyez, vous avez ensuite un souverainisme dont on parle pas souvent, mais pourtant il existe, qui est très bien incarné par exemple par la ligne éditoriale d'un journal qui s'appelle Le Monde diplomatique, en France en tout cas, et qui va être le souverainisme marxiste. Alors le souverainisme marxiste, ou marxiste révolutionnaire pour être tout à fait précis, ce sont des gens pour qui l'indépendance ou l'autonomie de la nation n'est pas un but en soi, c'est un moyen, parce que vous estimez que quand il y aura l'indépendance ou l'autonomie, vous pourrez faire la révolution quelque part. Et donc, par exemple, quand Ho Chi Minh devient le chef de file de la décolonisation du Vietnam, il le fait certes parce qu'il est vietnamien, mais il le fait aussi et surtout parce qu'il est communiste et qu'il a l'intention de faire la révolution communiste au Vietnam. Et d'ailleurs, quand il obtient l'indépendance du Vietnam, qu'est-ce qu'il fait ? Il installe une société communiste. Et donc ça, c'est le souverainisme. C'est un outil. Et d'ailleurs, Karl Marx lui-même, selon les cas, quand il y avait des mouvements souverainistes au 19e siècle, du temps de Karl Marx, pour l'indépendance, par exemple, de la Hongrie ou l'indépendance de tel ou tel pays d'Europe, si c'était du souverainisme, comment dire, ethno-culturel. Il disait non mais ça c'est des trucs de réactionnaires, ça m'intéresse pas. Et puis si c'était des trucs plus à vouloir faire une révolution qui pourrait potentiellement être communiste, là il était tout de suite d'accord. Donc vous voyez, c'est une vision plus instrumentale. Et vous avez une 4e famille qui est le souverainisme économique. Alors le souverainisme économique, ça va être de considérer la mondialisation actuelle comme un pouvoir au-dessus des États. Et de dire, nous devons donc organiser le retour de la souveraineté économique nationale. Et donc, c'est des gens qui vont généralement être, d'une part, protectionnistes, et d'autre part, souvent pour la souveraineté monétaire. Si jamais il y a une monnaie commune, ils vont dire, il faut sortir. Et donc, le meilleur exemple de ça, c'est qu'en fait, à ma connaissance, tous les souverainistes français sont souverainistes économiques, en plus d'être dans l'une des 3 familles. Voilà, c'est ça, c'est que le souverainisme économique est le seul à être le discours commun de toutes les familles de souverainisme sans exception. Sans aller jusqu'à la sortie du système monétaire tout de même. Pas obligatoirement, mais au minimum, il y a un discours critique. Au minimum, il y a un discours critique sur la monnaie quand c'est une monnaie supranationale. Au maximum, ça va être de dire il faut foutre ça par terre. Mais en tout cas,
vous êtes forcément, donc en France par exemple, vous êtes forcément soit souverainiste ethno-culturel, le meilleur exemple c'est Zemmour, soit souverainiste civique, le cas chimiquement pur, c'est Chevènement que je citais tout à l'heure. Ou Montebourg. Ou Montebourg, tout à fait, d'ailleurs, qui invoque souvent Chevènement. Oui, c'est un très bon exemple. C'est le droit fil. Voilà, souverainiste marxiste révolutionnaire, moi je pense sincèrement que la logique de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l'Europe ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il veut faire sa révolution citoyenne à l'échelle européenne et c'est le plan A. Et si c'est refusé, il vous dit on la fera quand même à l'échelle nationale, c'est le plan B. Et donc c'est du souverainisme instrumental, on est d'accord. C'est si ça marche pas à l'étage au-dessus. Et vous avez donc le souverainisme économique, vous les prenez tous en fait, et vous avez des éléments de souverainisme. Par exemple, ils sont tous protectionnistes. Y compris un Emmanuel Macron. Alors non. Qui a été quand même pour une mondialisation et qui a beaucoup quand même ce mot à la bouche depuis le début de la crise du Covid, de souveraineté et donc derrière de souverainisme, quoi. Alors non, honnêtement non. D'abord, il ne se revendique pas il ne se revendique pas du souverainisme. Il propose une notion de souveraineté européenne qui serait un étage au-dessus de la France. Et donc d'un côté, il y aurait la souveraineté nationale qu'on préserverait, et au-dessus, il y aurait la souveraineté européenne. Sauf que en langage simple, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous propose que l'Europe devienne un État fédéral. Parce que, je suis désolé, s'il y a une souveraineté européenne à l'étage au-dessus et qu'à l'étage en dessous, il y a notre souveraineté nationale et qu'il y a des domaines respectifs, chacun à son étage, ça s'appelle les États-Unis d'Europe. Et donc, il est dans une tradition qui est totalement normale pour un centriste, parce que Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est le fils politique de Giscard d'Estaing, si vous regardez bien. Il veut gouverner au centre, rassembler 2 Français sur 3 dans le grand milieu. Il est fédéraliste européen, et donc voilà, il est dans cette continuité-là. Il a même été ministre de l'économie avant d'être président, comme Giscard d'ailleurs. Mais ça veut dire que les États-Unis, c'est un cas d'école en matière de souverainisme? Alors, les États-Unis d'Amérique, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Alors, historiquement, oui, ce que vous dites est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est une étude de cas dans le bouquin, c'est que le premier souverainisme civique à avoir gagné sa bataille pour l'indépendance, à ma connaissance, c'est la guerre d'indépendance américaine vis-à-vis du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, quand vous regardez, comme il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, pour être devenus ensuite des colons, puis les premiers citoyens américains. Vous pouviez pas avoir d'identité nationale culturelle, c'était pas possible. Il y avait plusieurs langues qui étaient parlées. Il n'y avait pas d'identité culturelle ou de coutume non plus, puisqu'il y avait un peu de tout. Il y avait plusieurs religions de toutes sortes, chrétiennes, mais de toutes sortes, et juives au démarrage, de toutes sortes quand même. Et donc, ils étaient quelque part obligés de pratiquer un souverainisme civique. Et donc, ça donne quoi? Ça donne le démarrage de la Constitution américaine de l'indépendance, c'est nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, et on décide ceci, cela, nous proclamons ceci. Et donc, dès la première phrase, on est sur la souveraineté démocratique du peuple. C'est ça le souverainisme civique. Thomas Guénolé, il y a quelques années, après la guerre froide, etc., on a voulu un monde un peu sans frontières, pas forcément mondialisation économique, mais un monde sans frontières. Est-ce que, à cette époque-là, on a un peu oublié ce qu'était le souverainisme? Ou est-ce qu'on se disait, le souverainisme n'aura plus sa place parce qu'on aura un monde sans frontières, et pas de souveraineté finalement? Alors, je dirais que dans une perspective historique, il y a toujours eu des forces politiques, des grandes forces politiques qui disent les frontières sont vouées à disparaître. Ce sont juste pas les mêmes d'une époque à l'autre. Et il y a toujours eu en revanche des forces en train de dire non, les frontières sont appelées à perdurer parce qu'elles sont la traduction de l'existence d'une nation. Et donc, je vous prends un exemple dont les gens n'ont pas conscience aujourd'hui. Historiquement, quand la République française est créée, elle a vocation, du point de vue des révolutionnaires, à être une république universelle. C'est-à-dire que progressivement, elle est censée devenir petit à petit la République du genre humain tout entier, parce qu'il y aura d'autres peuples qui vont devenir des bons républicains aussi, et au fur et à mesure, on aura une République universelle. C'était ça leur idéal. Et donc, par exemple, les premières forces républicaines révolutionnaires françaises, ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des internationalistes forcenés. On peut parler aussi des communistes pour qui c'était sans patrie ni frontières. Réciproquement, on peut considérer que à chaque fois que vous avez des grandes forces qui remettent en question les frontières, vous avez aussi des forces qui proposent soit de les maintenir, soit même d'en créer de nouvelles. C'est-à-dire que le Timor oriental est une nation qui, il y a quelques années, est apparue dans l'archipel indonésien. C'était un État, c'était des frontières qui n'existaient pas. Oui, et plus près de nous, en France, quand on veut rétablir des frontières, c'est du souverainisme, évidemment aussi. Mais vous voulez un cas récent de questions souverainistes posées à l'intérieur même de la France. Il y a quelques décennies, on avait la question de l'indépendantisme corse, qui se pose moins maintenant, parce que maintenant c'est plus un autonomisme, mais c'est du souverainisme aussi. Et donc, alors je vous parle, la Corse,
elle est gouvernée par des souverainistes corses. Oui. Des souverainistes qui seraient difficiles à qualifier entre le civique et l'ethnoculturel. Je ne veux pas me fâcher avec eux, mais par ailleurs... On les salue, les Corses au passage. Encore plus récent d'ailleurs, soit dit en passant, la Nouvelle-Calédonie. Oui. Il y a eu un référendum pour ou contre l'indépendance vis-à-vis de la France. C'est un cas d'école de souverainisme kanak. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Le quoi donc ? Est-ce que le souverainisme est nécessaire ? Alors, je reformulerai en disant, est-ce que la souveraineté est nécessaire dans ce cas-là ? Et alors, c'est une question très difficile. Je n'en doute pas une seconde. Non, c'est une question vraiment difficile, parce que ça dépend quel est votre but, en fait. Protéger ce qu'on a de chez nous, enfin en tout cas de chaque pays, mais qu'est-ce que de vous chacun. avez ? Je vais vous dire un truc, je vais vous le dire différemment. En fait... des talents, sur plein de choses. Je vais vous le dire différemment. La nation, comme les dieux, les nations sont des croyances collectives. Une nation existe parce qu'il y a des millions de gens qui croient qu'elle existe. Qui le croient, c'est de la foi en fait. Et donc, est-ce que la souveraineté, ça sert à quelque chose ? Ça sert à quelque chose si vous avez la foi. Si vous croyez en cette nation, si vous croyez en l'existence de votre nation, et si vous êtes donc un croyant et un pratiquant, j'allais dire, de l'idéal national, dans ce cas-là, par définition, effectivement, c'est très important de défendre la souveraineté, parce que quelque part, c'est défendre l'existence de ce en quoi vous croyez. Mais c'est gagner aussi en indépendance. Alors, bien sûr, mais en indépendance de la nation, et encore faut-il que vous croyiez qu'elle existe. Il y a des gens qui pensent sincèrement que les nations c'est un truc périmé et que l'avenir c'est quelque part une nation plus vaste qui serait une nation européenne. Il y a des gens qui pensent ça. Et c'est leur droit après tout, parce que c'est leur foi. Aussi. Merci en tout cas Thomas Guénolé, le souverainisme, définition, et puis ensuite toutes ces grandes familles, c'est inédit, ça vient de sortir, c'est un Que sais-je, c'est aux éditions Que sais-je, oui, toujours, bien sûr, les éditions Que sais-je qui passent les époques, si on m'avait dit, mais franchement, si on m'avait dit quand j'étais étudiant, bosser sur des Que sais-je à Sciences Po, qu'un jour j'allais en écrire un, moi je l'aurais pas cru, je vous aurais demandé ce que vous fumiez, quoi. Bon, et voilà, politologue et écrivain Thomas Guénolé qui était avec nous. Allez,